Bonsoir, je suis très heureux de revenir ce soir. Déjà presque un exploit, dois-je avouer. Je promets aussi de reprendre la prochaine fois Dr Ndom, qui est du mouvement patriotique africain, le MPA. Ça, je promets, je vous répondrai. Euh, une fois encore, je suis obligé de faire cette émission pour permettre à la jeunesse de comprendre une histoire, celle d'un parcours anonyme pour l'étude. Ce parcours anonyme pour l'étude, effectivement, représente l'expérience d'un échec. Oui. Ce parcours représente en gros l'expérience d'un échec. Donc, il n'est pas très difficile de comprendre que certains livres sont un mensonge pour faire nécessiter de garder le savoir par l'oral. Je peux le dire parce que l'oral est mon échec. De la même façon que je comprends ces hommes de l'humanité nègre qui veulent souvent défendre le discours de l'homme dit blanc, cependant sont toujours déçus. Soyons sérieux, gardez vos engagements. Vos engagements ne me concernent pas. Ne me tuez pas parce que je ne suis pas engagé comme vous. Comment le dire? Je constate simplement que lorsqu'on voit de nombreuses personnes passer dans les médias donner leur avis, s'il faut résumer de façon générale ou alors de façon particulière même le fond de leur discours, je trouverais que, ou alors je dirais que à la lecture de tout ce qu'ils évoquent, tout ce qu'ils réclament, tout ce qu'ils dénoncent, à la suite de ça, à la somme de ça, j'estime que pour le moment, l'Afrique au sud du Sahara ne veut plus accueillir des mouvements de population blanche par des armes, par la guerre. Mais de nombreuses personnes peuvent avoir des avis très différents, des avis divergents, des opinions opposées, contraires, poussant vers la contradiction, des positions contrariées. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ces personnes qui ne me comprennent pas, qui ne veulent pas savoir que ma vie est un long chemin du savoir, la nécessité à obtenir un savoir-faire par l'étude, et puis la projection pour l'obtention d'un poste de travail, pardon, je suis totalement au regret de faire savoir que, puisque certains enseignent donc forcément et de persuasion l'invisible, alors qu'ils continuent à vivre, eux, qu'ils continuent à vivre dans l'invisible. Moi, j'ai entendu beaucoup de propos, des discours sur l'obscurantisme. En effet, moi, je ne le partage pas. Donc, mais comme Africain, comme homme dit noir, parce qu'on ne peut pas m'enlever ces termes. Ce ne serait pas bien de penser m'enlever ces termes. Alors, je dis ceci comme Africain, comme homme, ayant vécu le fait de la chose, il n'est pas très offensant, il n'est pas blessant en termes de mœurs, il n'est pas trivial, il n'est pas vulgaire, il n'est pas obscène de dire que Maman Africa, sous ces conditions, avec cette analyse, cette observation, enfin, pour ceux qui savent parler de Maman Africa, mais désolé, par l'image, la réalité, on a comme l'impression qu'on est devant une prostituée
une prostituée comme parle anglais, français, allemand, arabe, italien, espagnol, portugais et autres que je ne pourrais pas ici totalement citer. Mais je viens beaucoup vous parler aujourd'hui de mon expérience, une expérience qui est totalement enrichissante. Et bien avant de faire cette vidéo, j'ai reçu des intimidations, des menaces encore. Parce que définitivement, j'ai comme l'impression que lorsqu'on aborde la question de la religion, lorsqu'on l'analyse uniquement du point de vue de la structure académique, ça gêne. Mais moi, j'ai une éducation. J'ai quand même une éducation. C'est-à-dire, j'ai entendu des gens dire des choses, et sur la base de ces choses, j'ai vu comment il y a eu des réactions, des actions et des réactions. Mais à partir de là, on apprend. Donc, la moindre chose que j'ai pu apprendre, c'est celle de ne jamais être distrait, déconcentré, lorsque j'oublierai que fondamentalement, je ne suis pas dans le proposé d'offenser ouvertement, comment le dire, de façon délibérée une quelconque religion. Moi, je parle uniquement de mon parcours, de mon expérience. Et je suis obligé de donner ce parcours, cette expérience, parce que, en effet, j'espère que, quelles que soient les colorations qui m'ont été apposées, quelle que soit la figuration qui m'a été imposée, quelle que soit la nature de la marque qui m'a été déposée, en effet, j'ai le droit quand même de dire aux gens ce que fut ma mémoire. Alors, ce soir, je voudrais parler d'une expérience particulière, une expérience qui m'a conduit à avoir la curiosité de chercher un jour, enfin, à voir le Vatican, chercher un jour à voir hein, le sens, à voir le Vatican, toutefois que l'occasion me sera présentée. Eh bien, je voudrais vous dire une chose, c'est que lorsque je constate que pour une première fois, rentrer en Afrique, le pays dans lequel je vis, lorsque quelqu'un, soit-il un frère, m'offre une mobilette, une moto, et que dans mes démarches pour obtenir mes papiers, les papiers de cette moto, et que je puisse constater que le jour où je vais récupérer ma plaque d'immatriculation, c'est-à-dire pour ce qui concerne les voitures, j'avais souvent entendu des gens utiliser ce mot, ou bien cette expression plaque minéralogique. Bon, la plaque d'immatriculation de ma moto, pour la personne que je suis, le parcours que j'ai, il est quand même extraordinaire et questionnant de savoir que, enfin, de constater que voici les numéros qu'on m'a attribués. Vous voyez, les numéros qu'on m'a attribués. Le 666. Voilà. Pour un homme qui a mon parcours, pour un homme qui a tout ce que je traîne, voilà le numéro. Voilà les numéros qu'on m'a attribués. 3 fois 6. 666. Bien. Mais comme je ne suis pas un homme totalement lié à l'irrationalité, je devrais avouer qu'au moment où on m'attribue ces numéros, curieusement, je fais un accident et je me brise le pied. Malheureusement, on ne sait pas me prendre dans ce jeu parce que d'emblée, je trouve où a été le tort. Je n'ai pas fait un accident pour avoir cogné un véhicule ou quoi que ce soit. Je portais simplement
des kilos de carreaux derrière ma moto. Et ce sont ces carreaux qui se sont détachés et sont venus me casser le pied. Par conséquent, toutes les autres explications chez moi ne passent pas. Mais ce soir, je voudrais vous dire une chose. C'est que je voudrais vous parler de mon expérience avec le Vatican. C'est une expérience simplement qui est liée à un livre. En effet, j'ai eu la chance d'aller vivre au Congo lorsque j'étais beaucoup plus jeune, en République populaire du Congo. Et pendant que je préparais, pendant que je faisais mon secondaire là-bas, très curieux en lecture, j'avais lu un livre. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. J'avais lu un livre sur l'attentat à la place du Vatican. Très jeune. Et je lis ce livre dans un pays où on enseigne le marxisme-léninisme. Parce que moi, j'ai fait la philosophie au Congo et là-bas, on enseignait le marxisme-léninisme. Et donc, une fois que je lis ce livre, évidemment, je lis l'histoire, mais je n'ai pas l'histoire. C'est-à-dire, je ne sais pratiquement pas grand-chose de l'histoire européenne, excepté les deux grandes guerres mondiales qu'on nous enseigne. Et puis, bon, quelques histoires sur les pays de l'Est. Et ça fait donc que lorsque j'arrive en Europe, étudiant, une fois que l'occasion, enfin, de façon tout à fait hasardeuse, c'est qu'une fois arrivé en Europe, étant en Allemagne, sur la base de l'expérience, enfin ce que je découvre sur place, un fait se présente, c'est qu'il faut d'abord passer, pour aller faire des études à l'université, il faut d'abord passer l'examen de la langue allemande. Et donc, dès que je passe cet examen de la langue allemande, ce que je devais étudier n'arrivait pas au semestre d'été. Donc, à ce moment, je suis obligé de perdre un semestre. Et ce semestre, je profite donc pour mettre en pratique mon programme que j'invente sur place, mon programme d'études que j'invente sur place en Allemagne. Parce qu'une fois arrivé, on constate qu'on a déjà presque 28 ans et que c'est déjà un peu tard. Il faut donc essayer rapidement d'étudier des choses qui sont faciles, pas trop compliquées. Et puisqu'on a déjà, enfin on est déjà prévenu que là-bas, c'est beaucoup plus un terrain de l'échec, forcément, on doit s'arranger à faire vite et partir. Parce que celui qu'on a trouvé là, l'homme dinois qu'on a trouvé là, a donné ce conseil. Il a dit de ne pas être voilé par ce bien-être qu'il présente. Lui, il estime que c'est un échec. Donc, forcément, je regarde et je constate que maintenant, c'est compliqué. Mais bon, puisque je suis un homme du Cameroun, au Cameroun, il y a l'anglais, il y a le français. Le français, je le parle déjà, l'anglais, je dois m'améliorer. Parce que ça devrait forcément être un outil avec lequel demain, au Cameroun, enfin une fois de retour en Afrique au Cameroun, je pourrais facilement postuler pour l'obtention d'un poste d'emploi. Et donc, le système allemand fait en sorte qu'on étudie ce qu'ils appellent Hauptfach, c'est-à-dire la matière principale, et deux Nebenfächer, c'est-à-dire deux matières secondaires. Voilà. Et là, je me dis, bon, comme j'ai déjà vu ce qui se passe sur le terrain, c'est extrêmement difficile, il y a beaucoup de gens dessus, mais il faut quand même que je parte avec un diplôme. Donc, je vais choisir des choses trop simples. Je vais prendre l'anglais, et comme j'ai fait espagnol, je vais ajouter avec l'espagnol, et maintenant, j'essaye de regarder, bon, je me dis, bon, ok, une fois, j'avais vu, comment le dit-on, la présentation, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un nom pour ce genre d'événement lorsqu'on présente des arts. Enfin, bon, c'était la présentation de la culture italienne. Je le symbolise comme ça. Au ministère de la Culture à Yaoundé, ils avaient affiché, je ne sais pas, enfin, ils avaient
il y avait des grandes affiches sur lesquelles on pouvait venir et lire. Et ce jour, je passais devant le ministère de la Culture euh, du Cameroun, à Yaoundé, et j'ai vu ces tableaux où il y avait cette information sur une représentation culturelle ayant attrait à l'italien. Là, je n'étais pas encore en Europe. Donc là, devant le ministère de la Culture du Cameroun, j'ai donc essayé de lire cette langue et je me suis rendu compte que je pouvais la lire. Et ça fait donc une fois, enfin non seulement je pouvais la lire, mais elle m'a plu, sa curiosité. Donc, mais je n'avais jamais été instruit dans cette langue, c'était de l'italien. Donc une fois en Allemagne, je décide donc de compléter l'italien, enfin à la suite de l'anglais et l'espagnol. Et je commence donc à apprendre l'italien. Et dès que je finis d'apprendre l'italien, au consulat italien à Köln, c'est là où je commence à apprendre l'italien. Donc, dès que le semestre d'hiver arrive, naturellement, je m'inscris à l'université. Mais, bon, excusez-moi de revenir tout le temps sur cette affaire d'université, etc. Mais je n'ai pas, en Europe, je n'ai pas une autre vie à l'endroit de l'université. Donc, tous mes souvenirs tournent tout autour de ma présence à l'université. Donc, ça fait que lorsque je commence donc à étudier, je réalise très rapidement qu'il faut, pour parler une langue, il faut, enfin, le fait d'être resté en Allemagne et de me découvrir parlant allemand, cela m'a fait comprendre qu'on apprend très bien une langue quand on se rend dans le pays dans lequel on pratique cette langue, c'est-à-dire le pays dans lequel cette langue est pratiquée. Donc, au moment où je dois donc débuter véritablement les études en italien, parce que là, quand je décide d'aller en Italie, j'ai déjà été en Espagne. Donc, j'ai déjà été en Espagne, j'ai bien parlé espagnol avec les Espagnols, j'ai été à l'école, à la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Donc, j'ai rencontré des Camerounais, ils m'ont vu parler espagnol, j'ai parlé espagnol avec des Espagnols, j'ai parlé espagnol avec des Américains, j'ai parlé espagnol avec des Japonais, j'ai parlé espagnol avec beaucoup de gens, avec beaucoup de gens. Euh, donc, au moment où je fais la même chose pour l'Italie, naturellement, j'arrive à Perugia chez les Étrusques. C'est là-bas où des Camerounais m'accueillent et m'installent. Et donc, au moment où je me rends à Rome, accompagné, enfin, le jour où des Camerounais vont me dire qu'ils vont aller à Rome, ils ne s'arrêteront même pas seulement à Rome, ils iront jusqu'à Napoli. Ayant donc une voiture, je leur demande donc s'ils peuvent m'amener. Ils me disent sans problème et ils m'amènent donc à Rome. Et lorsque j'arrive à Rome, eux, ils ont leurs occupations. Moi, je leur dis donc que je suis venu à Rome parce que je voudrais voir le Vatican. Ils me montrent donc où on prend le bus du Vatican et j'arrive donc au Vatican. J'arrive finalement à cette place qui fondamentalement a retenu mon attention depuis ma jeunesse uniquement par rapport à cette histoire. C'est-à-dire, au-delà du fait que chaque fin d'année, la télévision au Cameroun nous présente le Vatican et à ce moment, donc, dès l'instant où on voit le Vatican à la télé, à cet âge, on est persuadé que ça ne peut pas être sur cette planète Terre, sincèrement. Donc, on a comme impression que c'est un monde ailleurs qui n'est pas accessible. Donc, quand on arrive à Rome, forcément, on a besoin de le voir. Et pour l'Africain que je suis, l'homme dit noir que je suis nouvellement en Europe, j'ai besoin de voir ce genre de choses pour savoir que ça existe.
Donc j'arrive au Vatican, on est en plein hiver et cette année-là, malheureusement mon passeport est loin, j'aurais pu trouver l'année. Cette année-là, l'hiver est rude, même à Pérugia, c'est-à-dire il y a la neige partout, toutes les rues et les routes sont franchement gelées. Donc, j'arrive donc, je regarde cette place, mais à l'immédiat, au moment où je regarde cette place, j'oublie même l'histoire du livre. Parce que j'arrive, je regarde la place, et je me rends vraiment compte que cette place, euh, elle est vraiment, je la reconnais. Voilà, je la reconnais, je vois l'obélisque, etc. Je reconnais cette place. Et là, maintenant, je fais le rapprochement entre les images à la télé et ce que j'ai souvent vu. Enfin, les images à la télé, ce que j'ai souvent vu et ce que je suis en train de voir là présentement. Et la première des choses, c'est marcher sur, je ne sais pas, ces bouts de pavé. Et puis, inspecter tout cela, voir cette place, avancer donc et me rendre donc compte que on autorise aux gens, tous les visiteurs qui arrivent, de rentrer. Ainsi, je vais donc devant la grande porte pour entrer. Et comme il fait froid, moi j'ai un chapeau. Ce chapeau, les filles italiennes vont me dire, c'est un chapeau euh, des Siciliani. Siciliani. Bon, c'est comme ça que ces filles qui venaient du sud de l'Italie appelaient ces chapeaux. Enfin, ce qu'on appelle ici le dinabel. Donc moi, je l'ai sur la tête et comme il fait froid, je l'ai oublié. Donc, j'arrive donc devant la porte et il y a une délégation de Portugais qui est là et j'ai comme impression que j'ai vu, qui sont devant moi, 2 ou 3 personnes, parce que si mes souvenirs sont bons, je pense que les fils se font sur les 2 extrémités de la porte. Et donc, sur l'autre extrémité, je vois des Brésiliens qui entrent et ces messieurs d'un certain âge qui étaient beaucoup plus âgés que moi gardaient leur chapeau. Mais moi, le mien, moi, je l'ai simplement oublié. Donc, au moment où je vais entrer, le garde qui est là, mais en civil, me demande d'enlever le chapeau. Et je suis surpris pour un premier temps. C'est-à-dire, à l'immédiat, j'oublie même que je suis dans une église. Moi, je suis persuadé que je suis dans, comment le dit-on, je suis dans la construction, c'est pas ça, une réalisation. Je suis je suis devant une réalisation architecturale, culturelle. À l'immédiat, j'ai même oublié, et n'étant surtout pas catholique, j'ai même oublié que je suis dans l'enceinte d'une église. Et ma réaction première, c'est de lui dire que les autres sont en train d'entrer avec leur chapeau. Et là, il me dit non, il faut l'enlever. Et là, je m'arrête un instant, je le regarde, il me regarde, et assez poliment, il me dit, assez poliment, avec beaucoup de, comment le dit-on? Avec beaucoup d'éducation, beaucoup de, oh, le mot, c'est-à-dire avec beaucoup d'humanité, il me dit d'enlever le chapeau. Et j'enlève donc le chapeau, je pense que j'ai enlevé le chapeau puisque je suis entré. Et j'entre. Et de prime abord, je réalise donc qu'effectivement, quand j'observe toutes les autres personnes qui sont là, parce que quand on entre, c'est éblouissant. Quand on y entre, c'est éblouissant. Mais je réalise simplement que la plupart des personnes qui sont là sont exactement comme moi. C'est-à-dire, sont en train de s'émerveiller, de regarder tout, pas comme des croyants,
mais comme si ces personnes étaient dans un musée. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on constate donc qu'il y a des parties où sont même en train de se dérouler des messes. Mais, mais c'est-à-dire, ce sont les personnes blanches qui s'étonnent d'abord de constater que, sur telle partie, il y a la messe, et celles qui sont en avant et qui vous disent non, ici, c'est la messe, allons plutôt de l'autre côté. Et c'est ainsi donc que vous visitez toute cette grande salle et vous voyez des choses d'un ornement extraordinaire dont dans la mémoire l'image est passée une fois. Vous n'êtes même pas certain que vous pouvez encore les voir. Mais vous êtes là dans ce groupe de Brésiliens, de Suédois, de beaucoup de gens, des personnes, beaucoup de gens, et qui forcément sont comme vous, presque un peu perdus sur les bords, parce que vous approchez même l'autel, vous regardez, et vous devenez aussi curieux comme eux, qui regardent le marbre, qui regardent, et à un certain moment, vous avez comme l'impression qu'on vous guide, parce que maintenant, un Brésilien s'approche de vous et il vous dit, puisque là-dedans, vous êtes perdu, vous ne savez pas où continuer, et vous avez un Brésilien qui vous dit, qui vient et qui vous demande si vous parlez portugais, vous lui dites non, et qui essaye de vous parler en italien, il vous dit, il y a autre chose en bas, ça continue en bas. Et vous suivez donc tout le monde, vous arrivez donc en bas, pour ce que j'ai vu, c'est là-bas où reposent les saints. Vous voyez devant comment reposent tous les saints. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec tous les autres. Vous lisez, vous découvrez. C'est quand on parle des saints, on parle des papes de fin. Donc, et lorsque vous terminez cela, vous voyez la différence entre la façon donc, c'est-à-dire comment on les inhumait. Il y a 10 siècles, il y a 8 siècles, il y a 5 siècles, il y a 2 siècles, il y a moins d'un siècle. Et vous voyez toutes ces différences. Vous comprenez comment on va d'un art extrêmement rigide, extrêmement exigeant, extrêmement classique, à un art qui commence à accepter la modernité, commence à aller vers la simplicité. Et donc, lorsque vous êtes au bout, vous comprenez donc que vous rencontrez au bout. Au bout, on vous indique qu'il y a encore autre chose d'extrêmement merveilleux à voir, la coupole. Et là, on vous accompagne encore là-bas. Et lorsque vous arrivez donc au niveau de la coupole, vous êtes là avec tous les autres. Et là, vous constatez que l'émotion ne peut pas simplement être, c'est-à-dire nègre. Mais vous voyez aussi que les personnes dites blanches, que les blancs eux-mêmes sont émus par l'art qui est sur cette coupole. Mais vous les voyez le dire, vous découvrez, vous les entendez le dire, vous les voyez comment ils admirent, ils sont stupéfaits, comment ils s'interrogent, comment ils exclament leur étonnement. Mais à ce moment, vous voyez, vous découvrez donc une chose, que le fait que vous êtes la seule comme noire, cela projette un signe. Et ce signe va se manifester. Et là, tout d'un coup, vous constatez qu'il y a une dame qui est là, avec son fils de 9 ans, 10 ans, et vous suivez leur discussion. Et vous entendez cette dame en train de dire à son fils, non, il ne parle pas français.
C'est-à-dire, c'est à ce moment que vous entendez. Parce que l'enfant insiste tellement et sa mère est obligée de parler parce que elle ne peut plus faire le geste. Et donc, elle dit non, il ne parle pas français. Et vous voyez, et quand vous entendez, et là, vous vous retournez tout d'un coup pour voir ce qui se passe. Et vous voyez la grimace de l'enfant qui essaye de dire à sa mère, mais non, il peut parler français. Et à ce moment, vous leur dites, vous comprenez qu'on parle de vous, et à ce moment, vous répondez en leur disant, oui, je parle français. Et là, vous voyez l'enfant qui dit à sa mère, mais je te l'ai dit. Et, mais qu'est-ce que vous obtenez en retour? En retour, cet enfant et sa mère vous donnent donc une information suivant laquelle il y a une autre place à visiter, mais là, il faut encore payer. C'est-à-dire, et on y va par ascenseur, c'est-à-dire pour voir la cour du Vatican. Et lorsque cet enfant vous passe, parce que cet enfant lit cette information sur son guide, et lorsqu'il vous passe cette information, mais vous comprenez que c'est une curiosité. Vous aviez donc besoin de sortir encore vos lyres. La lyre, dont à ce moment on appelle le pluriel, lyre. Vous sortez donc vos lyres, vous payez de nouveau pour aller donc sur cette partie à partir de laquelle on voit l'intérieur l'intérieur du Vatican, c'est-à-dire le milieu de la cour, les jardins. Vous payez donc, vous arrivez là-bas, on y va par ascenseur, et ça donne un peu l'impression que vous vous retrouvez de l'autre côté, c'est-à-dire du mur arrière du Vatican. Donc, mais vous êtes suspendu. Alors, il y a un guide qui vous accompagne et vous arrivez donc au niveau de cette toit. Et effectivement, vous voyez cette cour avec ses jardins, avec ses chaises. C'est un jardin avec ses plantes, de belles plantes de jardin. Et là se produit donc, pendant que vous admirez, et là se produit, vous ne constatez même pas que cette dame française et cet enfant ne sont plus à côté de vous, vous les avez perdus de vue. De toute façon, ils ne sont plus là. Et à ce moment se produit une chose pendant que vous êtes en train d'observer et d'admirer, et vous voyez vous constatez tout d'un coup que 4 individus vous ont encerclé. Au milieu de toutes ces personnes qui sont là,